Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan. Un rendez-vous qui s'articule autour du genre cinématographique, mais pas que. Pour cette troisième saison, nous avons donc choisi d'aborder pour un premier numéro un volet, ou le volet du 7e art, où il est question de grands espaces, de grands canyons, de diligences, de chemins de fer, de colts, de duels et d'amérindiens. En somme, tous les codes qui s'articulent autour d'un genre bien spécifique, le film western. C'est en compagnie de deux invités que nous allons décortiquer ce genre qui constitue la trame narrative de la naissance des États-Unis. Nous allons donc accueillir au sein de ce plateau, dans ce nouveau décor, Mehdi Benaissa, producteur. Nous allons également converser en direct de Paris avec Samir Arjoum, critique de cinéma. Juste avant de rejoindre notre premier invité, ce petit jingle. Mehdi Benaissa, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je dirais enfin. Alors, c'est un plaisir. Merci à vous de l'invitation. Alors, l'art, chez vous, c'est une histoire de famille. Issue de la célèbre école parisienne, la FEMIS, département production. Vous avez exercé aux États-Unis pour les studios Fox, Searchlight, excusez du peu. Puis pour une chaîne. C'est le département art et essai des Américains. De la Fox en tout cas. Ça confirme, excusez du peu. Puis pour une chaîne de télévision européenne, conseiller en médias et programmes pour plusieurs chaînes étrangères. Et enfin, retour au bercail pour une réflexion sur notre cinéma. Alors, première question, en parlant de réflexion justement, qu'évoque pour vous le film western? Comme ça, de but en blanc, le western, c'est pas un bon souvenir pour moi. Parce que nous, ma génération, en Algérie, on a connu le western à la télévision, en noir et blanc, parce que le NTV avait les droits en noir et blanc et que en général, les westerns passaient en noir et blanc. C'était un bruit, c'était un son striant, des gros plans, ça bougeait. Et surtout, ma génération, c'était le début des effets spéciaux, des Star Wars et compagnie. Donc le western, c'est quelque chose de vieux. J'ai découvert le western dans l'imaginaire de mon père et de mon oncle. Eux, c'est une génération d'amoureux du western. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand eux te racontent La Chevauchée fantastique ou plein d'autres westerns, quand ça parle de John Ford et John Ford, tous ces grands... Mais pour eux, c'était... C'est-à-dire, je savais que mon père faisait comme ça du théâtre, que c'était un connaisseur, vous voyez. Mais quand je voyais cette admiration dans le western, que moi je n'aimais pas parce que je n'en connaissais que ce qu'on recevait à la télé, je me dis, il y a un problème, il faut s'y intéresser. Et donc, à un moment donné, on a commencé à grand classique quand on a eu le magnétoscope. Et j'avoue que j'ai toujours pas été convaincu, c'est venu que plus tard. Le western, c'est d'abord à travers l'imaginaire de mon père. D'accord. C'était quoi? Le père s'identifiait? Il y avait une forme d'identification? Je voyais chez lui un mimétisme, c'est-à-dire qu'il était vraiment porté par ces personnages. D'accord. Et surtout, ça lui rappelait sa jeunesse, l'après-guerre. Donc, c'est vrai qu'il y a une énergie dans le western, du tout est possible, que cette génération a connue. Peut-être le regard est différent du fait que votre père a découvert le western au cinéma et vous, à la télévision? L'autre chose, c'est que eux, mes oncles, allaient au cinéma et le western était un genre commercial extrêmement fort. Ils voyaient des westerns toutes les semaines. Donc c'était une consommation qui était liée à une époque et qui l'a marqué et c'est ça qui nous a transmis. Sauf que nous, on se dit mais de quoi il parle? Alors justement, est-ce que le western est-il le roman visuel qui traduit le mieux la naissance des États-Unis? Alors c'est très juste quand tu dis les États-Unis parce que la naissance de l'Amérique c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pour ça que j'ai précisé. Je dirais que dans la forme, ça le vend bien. Esthétique. Dans l'esthétique, ça le vend bien. Mais dans le fond, ça transmet le mensonge de cette conquête. Parce qu'elle s'est faite au détriment des Américains qui étaient les natifs. Les Amérindiens. Oui, c'est eux les Américains. Les autres, c'est des colons. Mais les Américains, pour moi, c'est les Indiens. C'est eux les justes. C'est eux qui étaient chez eux. Et finalement, le western, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte pas le voyage de pionniers.
ça raconte une colonisation. Mais comme ils nous l'ont bien emballé, les colons passent pour des pionniers. On parle de plusieurs phases qui ont ponctué l'évolution de ce genre. Construction du mythe, incarné à merveille par John Wayne et Gary Cooper. Comment légitimer la conquête, on en parlait tout à l'heure. L'Indien comme frein au développement. Par la suite, c'est le doute. Peut-être que nous sommes allés trop loin. Là, il y a la série des films Little Big Man, Un homme nommé Cheval et Le Soldat bleu. Fin des années 70, c'est début où l'Amérique s'interroge. On est dans la réflexion. Il ne faut pas oublier, c'est la guerre du Vietnam et tout. Le western s'essouffle. Pourquoi? Est-ce la faute d'une télévision qui se réapproprie le genre sous la forme de série B? Ce n'est pas la télévision qui a créé la série B du genre, pour moi. C'est lui-même qui en était un. En fait, le western, c'est presque... Quand on a... À l'invention du cinéma, vous aviez des coups de feu, des chevaux, des trains. Donc déjà, une attaque de banque, des trains. Vous aviez toute l'action qu'il fallait. Imaginez le premier coup de feu face caméra dans une salle vers 1910, 1909. D'ailleurs, c'était dans l'attaque du Grand Rapide en 1903. Bien avant, il y avait ça, coup de feu, tout le monde s'est sauvé, exactement. Donc, je pense qu'il y avait une écriture documentaire au départ pour raconter l'Amérique vue d'abord par des Blancs. Exactement. Par des Blancs. Quand 12 tu disais minutes, 14 séquences. Voilà. Quand tu disais que l'Indien freinait la civilisation. Voilà, c'est cette image que vous voulez véhiculer un petit peu. Les pionniers, donc les colons, les Blancs, arrivaient pour prendre possession des terres, pour nourrir leur bétail. Parce que les choses, il y avait la côte atlantique qui était colonisée, il y avait à peu près 13 grandes colonies là-bas au début, vers 1760. Et ensuite, ils ont commencé à rentrer dans les terres pour aller jusqu'au Pacifique. Mais autant au départ, il y avait une petite industrie qui nourrissait une population, mais quand on avançait dans les terres, votre seule richesse, c'était le bétail. Donc tant qu'ils avançaient, on était dans la conquête. Ensuite, quand ils sont arrivés sur la côte pacifique, là, il n'y avait plus rien à conquérir, il y avait à construire. C'est là où, dans le récit, il y a une première période où on avance, il y a toujours un Indien à tuer, à pacifier, pour reprendre le langage de certains. Oui. Et ensuite, il y a eu, quand tu dis la naissance du personnage du cow-boy, il a vécu, entre guillemets, un grand moment de solitude, d'interrogation, quand ils sont arrivés au Pacifique. Oui, ouais. En fait, la conquête s'est arrêtée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut raconter? Ce qui fonde un western, c'est conquérir un territoire, avoir un obstacle, tuer l'obstacle et garder le territoire. Ce qui n'est pas la construction narrative en Europe, où les terres appartenaient au roi. Donc pour exister, il ne s'agissait pas de posséder la terre d'à côté, mais d'exister dans le jeu social déjà établi. Donc déjà deux récits, deux vécus très différents. Puis par la suite, il y a eu la démystification du mythe. Les personnages sont devenus plus gris. Par exemple, on peut parler des 7 mercenaires. Voilà. Alors ça c'est l'exigence scénaristique. Oui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas continuer sur 20-30 ans, raconter toujours les mêmes histoires d'attaques, de diligence et compagnie. Donc à un moment donné, il a fallu, à travers le même genre, le western, sophistiquer l'écriture. C'est là où certains auteurs, comme John Ford, ont apporté beaucoup. Même Sergio Leone. Qui lui avait d'autres contraintes. Mais si on prend les époques, pour revenir à ta chronologie, tu as, je dirais que jusque dans les années 40, il y avait un peu du tout venant. Tout venant, exactement. 40, 60, âge d'or pour moi. L'âge d'or du cinéma, oui, l'âge d'or du western. L'âge d'or du western. John Ford. La Flèche brisée, tout. Ensuite, il y avait le western spaghetti, oui, qui pour moi n'est pas une déchéance du western. C'est juste que l'Amérique, arrivant en plein années 60, en pleine guerre du Vietnam, voilà. Donc en pleine réflexion sur les droits civiques. Exactement. Donc déjà, ils avaient un problème avec les Américains noirs, leurs justement, nous allons aborder ça. Voilà. Donc on ne pouvait plus raconter un western où il s'agissait soit de pacifier un Indien qui était un mensonge, soit de le tuer. Exact. Donc là, l'Amérique s'éveillait face à ses propres contradictions que le western incarnait parfaitement. Ouais, donc John Ford,
Bob les grands compagnie, les John Sturges. Mais après, il fallait nourrir la machine commerciale. C'est là où est sorti le genre, le sous-genre qui est le western spaghetti, tourné en Europe. En Espagne, en Italie, voilà. Tourné en Espagne, en général par les Italiens. D'ailleurs, les films étaient même pas, on parlait même pas, on parlait directement italien dessus. Terence Hill, d'ailleurs, c'est un Italien. Terence Hill, Bud Spencer pour Trinita et compagnie. Et donc, tout mais ça, il y avait aussi les classiques, mais ça, la trilogie de Sergio Leone. Et voilà. Donc ça coûtait moins cher de les tourner en Europe. Ça se tournait très vite. Hein. Un film était bouclé en 6 semaines, 9 mois après. Même pas, 6 mois, il était à l'écran. Donc il faut imaginer à l'époque ensemble. Au face-à-face, le plus beau duel, c'était à 15 minutes ou 13 minutes, avec Henry Fonda habillé tout en noir. Charles Bronson, blanc et tout. Il y a cet esprit d'opéra, ça marquait un tournant un petit peu, cette façon de... Il y a, pour des contraintes de production, il restait toujours dans le même décor, donc il ne pouvait pas trop élargir, sinon on verrait qu'on est toujours au même endroit, alors qu'on est censé avoir évolué sur un grand, grand territoire. Donc, Sergio Leone multipliait les gros plans, les plans rapprochés, et donc il a sophistiqué les personnages pour que le plan ait un sens. D'accord. Et effectivement, finalement, ils ont italianisé la chose, et c'est là où on a quand même une vraie structure théâtrale qui est reprise plus tard par Quentin Tarantino dans certains de ses films. D'abord dans Pulp Fiction, dans la structure qui n'a pas été du tout aimée. Il faut comprendre que les Américains, quand ils se trouvaient dans une situation où ils étaient un peu trop sophistiqués, ils avaient toujours recours à l'Europe pour valider leur film dans un festival comme le Festival de Cannes, pour ensuite la lecture qu'on ait faite aux États-Unis s'en trouve modifiée et qu'ils puissent en garantir le succès commercial. Les Américains restent profondément dans ce genre-là. Pour vous donner un parallèle, quand vous me parliez tout à l'heure de la télévision, le western en télévision, c'est comme la radio. C'est-à-dire, on vous entretient la musique tout le temps. Quand on veut parler aux Américains, c'est toujours à travers le western. On parlera tout à l'heure de Danse avec les loups. Impitoyable, Danse avec les loups, toute la série des Wyatt Earp, Tom Stone et compagnie, les films des frères Cohen. Voilà. C'est-à-dire qu'on reprend toujours le genre western pour aller sur des thématiques nouvelles. Merci de m'avoir tendu la perche. À quoi doit-on le renouveau de ce genre? Et un nouveau souffle des films western. À quoi doit-on le renouveau de ce genre? En fait, commercialement, il y avait un besoin. Tu dis, à un moment donné, il y a toujours un qui te dit, et si on ressort le western? D'accord, mais comment? Comment refaire aujourd'hui un western? Le western reste dans la culture américaine, et donc dans leur cinéma, comme un métronome. Dans Danse avec les loups, on pose comme jamais la question du peuple indien. Mais on la pose avec une justesse, parce que nous avons le personnage de Kevin Costner. On en a parlé, mais vous ne pensez pas que dans Little Big Man, ça a été posé, ou peut-être c'était plus un film d'auteur qu'autre chose? C'est pas à la même échelle. Quand vous parlez à 2 millions de personnes, c'est pas quand vous faites un blockbuster. Donc ça, c'est le risque. Pouvoir tenir ce... Disons que ce film-là a servi de test, on a mis le sujet sur la table. Mais comment le partager avec un grand nombre, c'est quand même... La référence pour moi, c'est Danse avec les loups, où on a quand même un blanc américain qui va... Comment vous dire? Qui ne va pas conquérir les Indiens, mais qui va vivre selon leur mode. Et donc, il est parti à leur compréhension. On ne s'embarrassait pas de ça après. Vous voulez dire que la caméra, on a changé l'axe de la caméra? On a changé l'axe, on a voulu dire voilà comment ça aurait dû se faire, mais la nature est venue à la fin du film. C'est quand la cavalerie est venue et a écrasé tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus violent, c'est que non seulement on va tuer les Indiens, mais tous ceux qui adhèrent à leur culture. Les années 90, 80, 90, 2000, on voit aussi des personnages afro-américains prendre les premiers rôles dans les films western. Vous en avez parlé, Will Smith, pour Wild West. Voilà. Et nous avons dans Tarantino, Django, Jamie Foxx. Même si avant il y avait le célèbre footballeur américain, là, c'était dans les séries B, Jim Brown. C'est là où vous voyez quand même que ça reste un métronome. C'est-à-dire que même si on veut s'éloigner de l'aspect documentaire de la chose, où les Noirs restaient quand même des esclaves, et ils avaient très peu de chances de posséder un cheval ou surtout une arme. Mais quand on veut re-raconter l'histoire, on leur donne un rôle comme pour les repositionner dans l'Amérique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le western raconte une époque, mais en fait, ça se passe aujourd'hui.
Il est pensé comme aujourd'hui. C'est ce qu'a fait Danse avec les loups et ce qu'a fait surtout Impitoyable, où il se posait la question du personnage du cow-boy, qui est quand même un homme courageux, un bâtisseur, quelqu'un qui est dans la construction, qui est dans la mission. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du projet américain aujourd'hui? Ça y est, on est arrivé sur la côte Pacifique, c'est-à-dire que la motivation du kilomètre d'après n'est plus. Maintenant, on va s'arrêter et construire. J'ai tué à peu près tout ce qui marche ou rampe à un moment ou à un autre. Et je suis là pour te tuer, Little Bill. Pour ce que tu as fait à Ned. Samir Al-Joum, merci d'avoir accepté notre invitation. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois. Nous avons eu le plaisir de vous recevoir au sein de cette émission. Lors de la première saison, il s'agissait des films de guerre, si je me rappelle bien. Là, on va parler du film western. On va parler précisément d'un film. Pour débuter, je dirais la première question. L'homme qui tua Liberty Valance, le film Testament, l'un des films Testament de John Ford. Il y a cette phrase connue par de nombreux critiques de cinéma et des cinéphiles, et aussi même par des spécialistes des médias. Dans l'Ouest, quand les faits se sont transformés en légende, on imprime la légende. Cette phrase souligne-t-elle l'essence de ce genre cinématographique? Je pense pas que cette phrase extraordinaire et cultissime traduise l'essence même de ce genre cinématographique qui est lié à Hollywood, qui est lié à l'histoire du cinéma américain. Le western, c'est un genre américain par excellence. Mais alors, il faudrait contextualiser un petit peu la situation. On parle d'un film qui date de 56, 57, je crois même 58, 59, je crois. Non, je crois que c'est début des années 60. Donc, c'est la dernière partie de la filmographie de Ford. Ford voit que le monde évolue. Il accepte cette évolution, mais donc il s'intéresse à certaines minorités, à certaines choses qu'il avait eu tendance à mettre de côté ou alors à filmer en troisième ou quatrième plan, plutôt en décor. Et là, il les filme plutôt frontalement, je pense au Sergent Noir, donc il filme le racisme, ou alors ce magnifique film qui s'appelle Cheyenne, où il parle à ce moment-là de la condition des Amérindiens. Et donc, c'est une partie assez importante, c'est le chant du cygne, c'est les derniers films d'un cinéaste qui vieillit, mais qui accepte cette évolution. Et donc, dans ce film-là, dans L'homme qui tua Liberty Valance, qui parle beaucoup de politique, c'est un film, c'est une espèce de chaînon manquant entre le vieil Amérique et ce qui va se passer, donc quelque chose de très moderne. En fait, il dit que lui, il fait partie d'un certain temps, voilà, d'une certaine époque, et qu'il préfère cette époque-là, enfin, qu'il préfère plutôt rester dans cette époque, même s'il a toujours un regard sur l'autre. Et c'est ça, en gros. Donc, non, ça peut pas être l'essence même du parce que le western a été traversé par une myriade de cinéastes issus soit de la droite ou de la gauche américaine qui ont travaillé énormément sur le genre, qui ont travaillé donc à reconstruire cette nation à travers ce genre, et donc certains l'ont attaqué frontalement en critiquant leur pays, d'autres en esquivant, en étant beaucoup plus progressistes mais plus réactionnaires. Donc ça peut pas être, cet adage-là ne peut pas être l'essence même d'un genre cinématographique qui est le western, mais en tout cas, ça peut peut-être être quelque chose qui nous permettrait de comprendre un petit peu pourquoi King Vidor, pourquoi un peu Howard Hawks aussi, pourquoi John Ford, tous ces cinéastes finalement de la première moitié du XXe siècle américain qui, eux, ont fait des films dans lesquels ils ont parlé un peu de cet état-nation, de cette construction de la nation à travers le genre. Le western est-il le roman visuel qui traduit le mieux la naissance des États-Unis? Non, ça n'est pas le roman, ça n'est pas le roman visuel qui traduit le mieux la naissance des États-Unis, parce que, alors, il est clair que dans le western, vu que c'est un genre qui questionne une période de l'histoire américaine, qui est effectivement la conquête de l'Ouest, donc c'est-à-dire le 19e siècle. Alors, oui, effectivement, là, on pourrait se dire que à ce moment-là, le cinéma capte, témoigne de ces traces qui ont fait que l'Amérique est devenue aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres genres cinématographiques aussi qui s'attellent à travailler ce roman visuel qui est la naissance des États-Unis. On peut même la trouver dans la comédie musicale, ça peut exister, ça aussi, mais aussi dans le drame, dans les biographies.
même aussi dans les films de science-fiction, les films d'horreur. Alors, ça parle aussi d'une histoire qui est contemporaine, certes, mais c'est très important ça aussi. Donc, je pense pas que ça soit le seul roman visuel qui traduise le mieux la naissance des États-Unis. Justement, le western a connu plusieurs phases. La construction du mythe, la démystification de celui-ci, l'essoufflement. Ce parcours est-il lié à l'évolution de la société elle-même ou est-ce que la télévision, en s'appropriant ce genre à travers les séries, l'a banalisé? Alors oui, le western a connu plusieurs phases, comme la comédie musicale, comme les films de guerre, oui, comme n'importe. Et bien évidemment, parce qu'il y a eu plusieurs phases, il y a eu un début, un moyen, enfin un début, un milieu et une fin. Et la fin, c'est effectivement une chute totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de temps en temps comme ça des propositions westerniennes, mais ça forme pas une industrie. C'est-à-dire que là, on parle vraiment d'un genre. Donc oui, il y a eu cela avec la construction du mythe qui a commencé au début du XXe siècle, avec des films muets. En fait, c'est très simple. Un genre cinématographique épouse toujours l'évolution d'une société. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a dit que le cinéma est et sera toujours l'art du présent. Quand dans les années 50, la fin des années 50, certains cinéastes comme Robert Aldrich, comme Delmer Daves travaillent le western, c'est pour surtout y relever des questionnements qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de la société américaine, par le biais du racisme, par le biais aussi de la démystification, c'est très important, ça aussi, par le biais aussi du rapport qu'entretiennent les immigrés qui sont devenus donc les Américains avec les premiers habitants, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Donc voilà, il y a effectivement tout cela. Ensuite, est-ce que l'essoufflement est lié à la société en Je pense que oui, c'est effectivement par rapport à ça. La télévision, non, parce que la télévision s'est appropriée effectivement ce genre, comme d'autres genres, mais surtout le western, et a proposé des programmes westerniens, je pense au Virginia, par exemple, un petit peu La Petite Maison dans la Prairie, c'est une espèce de western aussi, en l'occurrence, mais le Virginia, c'est au Bonanza. Donc oui, il y a eu comme ça l'appropriation. Le western a fini par décliner parce que décliner vraiment vers dans les années 70, hein, pratiquement. Les années 80, il y en avait pratiquement plus, c'était plus ça, mais le western a décliné parce que une nouvelle génération de cinéastes est arrivée et cette génération n'avait pas besoin de ce genre pour questionner le rapport qu'ils avaient au monde, tout simplement. Quel est l'apport de la vision européenne du western? Là, je parle des films spaghetti, Sergio Leone et compagnie. Oui, alors ça, c'est effectivement, alors, est-ce que c'est un apport fondamental? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, en 2021, ça commence à être acté, cela. Ça a mis du temps à mettre au même niveau que les westerns classiques, ceux de Sergio Corbucci, ceux de Sergio Leone, etc., etc. Donc, je pense beaucoup plus aux westerns réalisés par des Italiens ou par des Espagnols, ça, effectivement. Ça a mis du temps. Est-ce que il y a un apport dans la vision du western? Je ne sais pas. Certains l'ont cru que c'était une espèce de pastiche ou parodie. Et qu'est-ce que c'est d'après toi? Pour moi, c'est une bombe. Peut-être, je ne sais pas, mais je ne pense pas non plus. Je ne pense pas. Ça a été une déclinaison de ce genre. Le western est le genre spécifique propre à une nation. C'est le testament cinématographique des États-Unis, renfermant toute la complexité de l'histoire de la conquête de